Hello, bienvenue à la 6e page où on discute lecture façon book club. Aujourd'hui, on s'attaque à un sacré morceau pour moi avec les livres dans lesquels le théâtre a une place de choix. C'est un épisode que je voulais faire depuis longtemps, mais c'est pas vraiment évident de trouver des livres qui parlent de théâtre mais qui ne sont pas des pièces. Et donc c'est vrai qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour en trouver des sympas à vous présenter. Et c'était l'occasion aussi pour moi de vous parler un petit peu de mon lien avec le théâtre. Alors ça, en vrai, je sais jamais si c'est très intéressant ou pertinent pour vous que je raconte un peu ma vie comme ça. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa parfois d'en savoir un petit peu plus sur les personnes qu'on écoute. Et aussi, j'ai des proches qui m'écoutent des fois, donc voilà, coucou. Donc moi j'ai commencé le théâtre, j'avais 12 ans, j'étais en 5e et c'était mon activité extrascolaire. J'en faisais donc dans le théâtre de ma ville, puisque j'habitais dans une petite ville. Vraiment, on est à la frontière du village hein, et il y a un théâtre dedans qui est assez connu quand même en Bretagne. Donc voilà, un théâtre assez classique où des pièces avaient lieu de temps en temps. Et il y avait aussi des ateliers amateurs pour les enfants, les adultes. Je pense que c'est ma mère qui m'a inscrite, et peut-être que j'ai voulu en faire aussi à ce moment-là. De toute façon, le sport c'était pas trop mon truc. Et ma mère faisait du théâtre aussi dans le groupe adulte, donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et j'ai peu de souvenirs de ma première année. Je me rappelle de quelques trucs scénographiques de la pièce que j'ai jouée. Mais je me rappelle surtout que j'étais quand même très gênée parce que j'étais dans un petit groupe avec des ados, je sais pas combien on était, on devait être peut-être 12, quelque chose comme ça. Et il y avait des gens avec qui je m'entendais très bien. Il y avait aussi des gens de mon collège qui faisaient partie du groupe des populaires du collège. Et c'est vrai que j'étais pas hyper à l'aise avec tous ces gens, mais en vrai, dans le cadre du cours, ça se passait quand même très bien. Et j'ai eu la même prof pendant toutes mes années de théâtre, donc j'en ai fait 5 ans. Et donc la première pièce qui m'a vraiment marquée, ça a été Bully année 0. Et c'est une pièce que j'avais vue quelques mois auparavant dans le gros théâtre de Rennes, donc le TNB. Et je pense que ça a beaucoup aidé à ce que je me projette dans la pièce, puisque les décors, je les avais trouvés vraiment magnifiques, l'histoire, elle m'avait beaucoup plu, et ça m'a vraiment aidé à me mettre dedans. Et donc ça, c'était vraiment un super souvenir déjà de pièce. J'ai adoré jouer dans cette pièce. Et l'année suivante, on a joué Roméo et Juliette, et c'est là que plein de choses ont commencé. Puisque, alors déjà, j'ai adoré la pièce, j'ai adoré jouer dans cette pièce, j'étais Juliette, enfin une des Juliettes. En gros, on était trois couples de Roméo et Juliette et on alternait les scènes. Moi, je me rappelle, je faisais la scène du bal qui était vraiment ma scène préférée, j'étais trop contente. On était en robe blanche, c'était un peu inspiré de plus du film Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, avec un côté un peu décalé comme ça, et c'était trop bien, j'ai adoré, et puis même l'ambiance du groupe de théâtre et tout, c'était vraiment chouette. Et ouais, vraiment, j'ai adoré cette année, mais c'est vrai que faut pas que j'oublie quand même que je trouvais toujours un côté gênant au fait de faire du théâtre. Enfin, j'étais à l'aise, mais j'étais pas 100% à l'aise quand même avec le fait, surtout les représentations. Ben, il y avait forcément des gens de mon collège qui venaient, euh, c'était un peu... Enfin, j'avais un peu peur de me gourer devant tout le monde ou de faire un truc chelou. Mais globalement, je peux quand même dire que ça m'a beaucoup aidé plus tard à m'exprimer en public. C'est quelque chose avec lequel j'ai jamais eu de mal, mais je pense que ça a quand même aidé à la diction. Bon, ma diction, elle est pas exceptionnelle, mais enfin, elle est normale, quoi, elle est correcte. Et c'est surtout que ça a fait que j'ai toujours été à l'aise à m'exprimer devant une classe, devant, enfin, peu importe l'assemblée, en fait. J'avais aucun problème à participer en classe, et je pense que ça a dû jouer aussi. Et puis surtout, cette année de Roméo et Juliette, elle a déclenché ma passion pour les tragédies et les drames. Donc je crois que c'est mon année de seconde où j'ai fait que regarder des comédies, enfin non pas des comédies du coup, mais des films romantiques qui finissaient extrêmement mal. Et alors mais j'adorais ça. Plus c'était dramatique, plus j'aimais. Et s'il y avait pas au moins un des deux personnages qui mourait à la fin, j'étais pas très satisfaite de mon film. Enfin, fallait que ça soit le plus poignant, déchirant possible. Franchement, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message et je vous dirai un peu les films que je regardais. Mais voilà, donc vraiment, la tragédie, j'ai adoré. Puis bon, j'ai un petit côté drama queen parfois. Bon, ok, plutôt gentil quand même. Hein. J'exagère pas de ouf non plus. Et puis ça a aussi déclenché mon amour pour les films de Baz Luhrmann, qui est mon réalisateur préféré ever. Mais ça, faut pas que je vous en parle trop maintenant parce que j'ai prévu de vous donner de toute façon toutes mes recommandations à la fin.
Donc voilà un petit peu pour mon histoire avec le théâtre. Alors si, je me rappelle quand même que déjà, je me suis trompée, j'ai pas commencé en 5e mais en 6e. Et c'est surtout que à la fin de mon cycle de théâtre, j'avais dans la tête, je voulais être actrice. Mais pas actrice comédienne au théâtre, je voulais vraiment être Nicole Kidman, moi. C'est-à-dire que moi je visais Hollywood et une carrière dans le cinéma. Alors pas du tout pour les paillettes et tout, mais je pense que j'avais un peu peur. À l'époque, en tout cas, je me rappelle que j'avais peur de pas laisser de traces. C'est un peu chelou et très personnel, mais c'est genre, j'avais peur de juste de m'effacer, voilà, à la fin, et puis qu'il n'y ait pas de traces, que je laisse rien en fait, et qu'il y ait plus d'image. Et bon, la réalité, c'est que je pense pas que j'excellais dans l'art du théâtre non plus. Genre, je passais un bon moment, mais bon, déjà, j'étais pas très fan de tout l'apprentissage du texte, j'aimais pas trop ça. Sur scène, je sais absolument pas ce que je vaux, j'ai aucun recul, je suis pas sûre que ça soit foufou. Et puis j'aurais clairement pas du tout eu les épaules pour être actrice. Et puis je parlais pas très bien anglais, enfin bon bref, y a rien qui allait. Mais voilà, je voulais être actrice. Et j'avais à ce moment-là 14-15 ans et c'était vraiment... oui, oui, ça va être ma carrière. Je me rappelle au lycée avoir dit à ma prof principale, je pense en seconde ou en première, voilà, je, je veux être actrice. Et elle m'avait dit, et sinon, tu veux pas envisager une fac de bio? Et vraiment, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais elle a pas compris. Je sais hein, que c'est bizarre de dire comme ça, je veux être actrice, mais je me suis vraiment dit, d'accord, donc les rêves, non. Très peu pour les profs en fait. Bon bref, ça c'était une petite anecdote un peu marrante, mais la réalité c'est que maintenant je me dis que j'aurais bien fait une fac de bio finalement. Mais écoutez, j'ai choisi complètement autre chose. En tout cas, c'est sûr que je reste très attachée à l'art théâtral, que je vais très régulièrement voir des pièces et que j'adore ça. Là, ça fait un moment que j'ai pas été bénévole, mais j'ai été pas mal bénévole dans le théâtre où je faisais du théâtre, et aussi bénévole dans un festival de théâtre, organisé par le même théâtre d'ailleurs. Et j'adorais en fait toute la vie autour, rencontrer des gens. Moi, je rencontre plus personne maintenant, mais ce serait bien que je ressorte un petit peu au théâtre. Et vraiment, je trouve que c'est un art qui est merveilleux et qui est très immersif. Et ouais, j'adore aller au théâtre. Bon, maintenant, je voulais vous prévenir quand même qu'il va y avoir un thème récurrent dans cet épisode. Alors, hors le thème large du théâtre, c'est Shakespeare. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans, déjà je vous ai dit que j'adorais Roméo et Juliette, mais c'est surtout qu'il s'agit quand même, je pense, du plus grand dramaturge de tous les temps, que ces pièces ont été adaptées, réadaptées des centaines, peut-être même des milliers de fois, et que le mec a littéralement donné son nom à la description d'une langue, puisqu'on parle tout de même de l'anglais comme étant la langue de Shakespeare. C'est un peu stylé. Tout ça pour dire que vous allez bouffer du Shakespeare. Puisque forcément, il y a pas mal de romans dont je vais vous parler après qui vont reprendre, s'inspirer, parler de ces pièces, et c'est vraiment un thème assez récurrent. Je vais vous faire un tout mini point historique sur le théâtre, mais je suis pas historienne et surtout je pense que vous avez dû en entendre beaucoup trop parler comme moi lors des cours de français au collège. Si vous avez fait latin, j'ose même pas imaginer, mais voilà, c'est juste histoire qu'on parte avec les mêmes bases. Déjà, le théâtre, c'est à la fois l'art de la représentation d'une pièce, qu'il s'agisse d'une tragédie ou d'une comédie, c'est aussi le lieu dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre, mais également un genre littéraire. Le théâtre a été créé dans l'Antiquité. On avait alors des représentations avec des acteurs grimés ou masqués. Puis on va avoir le théâtre en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ environ, avec des acteurs amateurs, des hommes uniquement. Et c'est alors l'apparition des premiers grands dramaturges, comme Sophocle par exemple. À ce moment-là, toute la population, y compris les femmes et les esclaves, assistent aux représentations. Les théâtres grecs sont alors des édifices de plein air, ils sont construits en arc de cercle et ils sont en général construits à flanc de colline. Plus tard, vers 55 avant Jésus-Christ, à Rome, les acteurs et les danseurs sont des esclaves ou d'anciens esclaves. Il n'y a toujours pas d'actrice, sauf dans certains cas, comme par exemple pour jouer des mimes, en gros, tais-toi femme. Et les rôles féminins sont donc tenus par des hommes. À ce moment-là encore, les théâtres n'étaient pas couverts. Au Moyen-Âge, en Europe, il n'y a pas de théâtre construit. Les spectacles se font en extérieur, tout le monde y va, jusqu'à ce que les spectacles deviennent payants au XVe siècle, et c'est donc à la fin de cette période que le théâtre s'enferme dans des lieux construits et que le décor fait son apparition. On a donc les plus grands peintres qui vont participer à la réalisation des décors, et les rôles sont tenus par des bourgeois, des étudiants de la ville, et parfois des nobles. Il n'y a alors pas de frontière entre l'espace de la vie et l'espace théâtral. Un spectacle peut avoir lieu dans n'importe quel endroit de la ville, mais c'est vrai que la place de marché est un lieu privilégié pour les représentations.
Puis au XVIe siècle, le théâtre élisabétain se développe en Angleterre, sous le règne de la reine Élisabeth Ière. Le spectacle se déroulait principalement à la cour, les acteurs étaient essentiellement masculins et étaient regroupés dans une troupe au service de la reine. Peu à peu, ils sont devenus des professionnels du théâtre. William Shakespeare a été sans conteste l'auteur dramatique le plus célèbre de cette période, et les pièces jouées étaient pour la plupart des tragédies et des comédies, le but étant de divertir la reine. En France, le théâtre classique se développe à partir du XIIe siècle, il s'est inspiré du théâtre de l'Antiquité et repose sur des règles strictes, comme la règle des 3 unités. Alors ça, je pense que ça rappelle des souvenirs à tout le monde, hein. Ça c'est les cours de français. Donc on a l'unité d'action, ça veut dire une seule intrigue principale, l'unité de lieu, l'action doit se dérouler toujours au même endroit, et l'unité de temps, donc l'action doit tenir dans le cadre d'une journée. Le spectacle se déroulait à la cour ou dans des salles construites spécialement pour ce type de représentation. Les acteurs déguisés sont des professionnels souvent au service du roi, et les auteurs célèbres de cette période sont Racine, Corneille, Molière. Les pièces jouées sont des tragédies et des comédies, et le but est encore une fois de divertir le roi et ses sujets, de faire perdurer l'héritage antique, mais aussi de critiquer les défauts humains et la société. Le théâtre moderne, quant à lui, va se développer en Europe au XXe siècle. Il est riche, varié, les pièces sont jouées dans des salles diverses, les acteurs aussi bien hommes que femmes sont le plus souvent des professionnels, mais on trouve aussi des amateurs. Et donc dans la première partie du siècle, les pièces sont des vaudevilles, c'est des comédies avec du chant, dont l'auteur principal est Eugène Labiche, et on assiste aussi à un retour vers les tragédies au sujet mythologique, avec Anouilh par exemple. Puis vers le milieu du siècle va naître le nouveau théâtre, c'est un théâtre engagé, un théâtre d'idées qui prend position avec par exemple Jean-Paul Sartre, Albert Camus, et on assiste également à la création du théâtre de l'absurde, donc c'est un théâtre qui propose une réflexion sur la condition humaine avec Ionesco, Samuel Beckett. De nos jours, le théâtre prend une quantité énorme de formes entre représentation des pièces classiques, improvisation, théâtre engagé, réécriture de pièces, représentation parfois à la limite de l'art contemporain, théâtre de rue et bien d'autres encore. Le théâtre se vit plus qu'il ne se lit, que ce soit en tant que comédien ou que spectateur, mais il reste quand même très plaisant parfois de découvrir une pièce sous son format papier ou bien d'appréhender le théâtre via des personnages dans des romans. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de 6 romans dans lesquels le théâtre est mis à l'honneur. Et ensuite, j'aurai quelques recommandations aussi à vous donner de pièces, de films, de séries, ce genre de choses. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est 3000 façons de dire je t'aime par Marie-Aude Muraille, publié en brochet et en poche chez l'École des loisirs. Si vous suivez un petit peu le podcast, vous savez que Marie-Aude Muraille, c'est une de mes autrices préférées, c'est donc une autrice française qui, je trouve, arrive à saisir l'essence même de ce qui fait l'adolescence, l'enfance. Elle arrive à capter des instants, des pensées, des ressentis extrêmement précis et à les coucher sur papier. Et moi, c'est ce qui fait que tous ces livres sont à chaque fois hyper percutants, je trouve. Et donc d'autant plus ici qu'on va se retrouver un petit peu dans ce que j'ai pu vivre aussi avec mes premières années de théâtre, puisqu'on va suivre Chloé, Bastien et Neuville, qui ont eu en 5e une professeure de français qui n'aimait que les livres qui finissent mal. Un soir, elle les a emmenés pour la première fois au théâtre voir une représentation de Don Juan de Molière, et c'est une soirée qui a changé leur vie. Chacun décide alors de devenir comédien. 6 ans plus tard, ils ont toujours ce désir de monter sur scène qui restait intact, et ils vont se retrouver au conservatoire d'art dramatique de leur ville. Un professeur très réputé va les prendre tous les 3 dans son cours, et ils vont chacun devoir jongler entre leur vie personnelle, leur cours de théâtre. Chloé fait une classe préparatoire en parallèle, Bastien cherche à faire le comique de service, et Neuville a peur de se donner les moyens de son ambition. On va découvrir alors leur parcours et découvrir comment le théâtre va les lier, va impacter leur vie, leurs choix et leur personne. C'est un livre que j'ai trouvé merveilleux. J'ai adoré suivre leur parcours, j'ai adoré les personnages. En plus ici, ils vont être choisis pour la représentation de Roméo et Juliette. C'est un livre que je conseillerais très facilement à des adolescents, mais honnêtement en tant qu'adulte, j'y ai pris tout autant de plaisir. J'ai adoré lire cette histoire, que j'ai trouvée très belle, très vraie, et dont le titre est beaucoup plus cucu que l'histoire. On passe maintenant à La Dramaturge de Gaël Magnier, qui est un livre publié autrefois en brochet dans une petite maison d'édition et désormais en auto-édition. C'est un livre que j'ai lu très récemment et que j'ai beaucoup apprécié. Il a lieu dans le Londres victorien, où on suit la jeune Hayden Taylor, qui rêve d'écriture et de théâtre. Son ambition, c'est de devenir dramaturge.
Et pourtant, sa condition de femme est un obstacle face au directeur qu'elle sollicite pour produire sa pièce, étant donné qu'on est au 19e siècle, mais elle est prête à tout pour vivre sa passion, elle va pas hésiter longtemps avant de troquer ses robes contre un pantalon et une veste empruntée dans la boutique de son père qui est tailleur. Elle va alors rencontrer un jeune directeur de théâtre, un dandy mélancolique poursuivi par ses propres démons, Dorian Swanson. De son côté, lui doit jongler avec des enjeux familiaux, puisque son père lui a donné sa dernière chance, prendre la direction du théâtre familial, afin d'enfin prouver ses capacités et éviter un scandale. On va alors découvrir comment l'intrépidité d'Aidan et les goûts excentriques de Dorian vont se rejoindre, et voir s'ils parviendront ou non à surmonter les épreuves qui surgissent devant eux. C'est une romance victorienne que j'ai beaucoup appréciée, je me suis attachée à Aidan ainsi qu'aux autres personnages qui nous présentent une farandole de personnalités et de caractères bien différents, qui fonctionnent d'ailleurs très bien ensemble. Leur dynamique était bien réalisée et c'est vrai que j'ai quand même eu un peu de mal avec le personnage de Dorian en début, mais j'ai aimé assister à son évolution tout au long des chapitres. Ce que je regrette un peu pour le coup, puisque je savais dès le départ que c'était une romance, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de tension entre eux, tout va un petit peu vite au départ, et aussi j'ai pas forcément aimé la manière dont Dorian s'y prenait pour jouer entre guillemets avec Aidan lorsqu'il découvre son travestissement, ce qui vient encore une fois un peu trop tôt pour moi, et si ça avait eu lieu plus tard, il y aurait pu avoir beaucoup plus de tension sans entrer dans un jeu malsain non plus. Mais en dehors de cet élément, j'ai découvert une belle plume, fluide, une intrigue hyper prenante, et le tout qui se déroule dans une époque vraiment passionnante, avec du théâtre en plus. Et donc c'est une lecture qui a été un vrai plaisir jusqu'à la fin de l'épilogue. Jusque-là, tout se passait bien. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a eu un chapitre qui a été rajouté après celui-ci, mais je vous conseille vraiment de pas le lire et de rester jusqu'à la fin de l'épilogue, c'est très bien, puisqu'en fait, on va vraiment ressortir sur une note hyper négative avec le chapitre ajouté, j'ai pas compris. Et en plus, c'était un chapitre vraiment très long. Ce chapitre supplémentaire, il m'a fait perdre tout intérêt et attachement pour les deux personnages principaux quand ils sont devenus carrément antipathiques, avec une relation même tordue dans laquelle c'était stylé d'avoir un mec prêt à défigurer littéralement quelqu'un pour une histoire de tromperie. Bon, non merci. Et vraiment, j'ai trouvé ça juste trop dommage de finir sur cette scène qui était complètement hors propos, avec une scène de mariage complètement ratée et gâchée. Et ouais, j'aurais juste dû m'arrêter à l'épilogue, mais voilà, c'est pour ça que je vous conseille pas de lire ce chapitre supplémentaire. Mais avant ça, franchement, une super lecture, et surtout qui aborde la chose un petit peu différemment, puisqu'on va plus parler d'écriture, de pièces et de scénographie que finalement de jeu, même si évidemment ça a aussi une place et qu'on va rencontrer toute cette troupe. Et voilà, en tout cas ça donne un autre point de vue, celui de la dramaturge, et j'ai trouvé ça très chouette. Encore un livre que j'ai lu cette année, c'est On habitera la forêt d'Esmé Planchon, publié chez Casterman. Joyce, c'est une fille plutôt solitaire, elle est pas très heureuse au lycée, elle est carrément même en décalage avec ses camarades, et elle a une mère comédienne qui est très exubérante. Et donc Joyce, quand elle va avoir l'occasion de s'enfuir chez sa grand-mère adorée pendant les vacances scolaires, elle y va sans regret. Alors qu'elle erre un petit peu dans la forêt qui est à côté de la maison de sa grand-mère, elle va rencontrer une dame qui semble faire la grève de son ancienne vie, perchée tout en haut d'un arbre, et va alors commencer une amitié un peu particulière qui va aussi les aider à se battre lorsqu'une entreprise va décider de raser la forêt. J'ai passé un moment hyper doux dans cet arbre avec Joyce. C'est une jeune fille qui est attachante, qui est touchante, qui a la tête pleine de poèmes simples, beaux. J'ai beaucoup aimé cette histoire d'enfance passée dans les loges de théâtre, de vacances à la campagne, de cabanes, de jeux, de musique, d'amitié, de préservation de la forêt. J'ai parfois été un peu déroutée par le ton enfantin du récit, qui est via le point de vue de Joyce, mais qui est pourtant une adolescente de 14 ans, mais c'est vrai que son mode de vie l'a amenée à grandir différemment des autres au lycée, et ça m'a aussi rappelé à quel point on pouvait facilement être en décalage à cet âge où on est tiraillé entre le besoin de grandir et l'envie réconfortante de rester encore un peu dans l'enfance. C'était une lecture très agréable qui m'a donné vraiment trop envie de grimper dans un arbre et d'aller faire un tour en forêt. Donc une lecture très chouette qui peut être lue dès l'enfance grâce à ce ton assez doux. On va maintenant parler d'À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, publié en brochet chez Gallimard Jeunesse et en poche chez Pôle Fiction. Ça fait des semaines que Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix, quant à elle, rêve de théâtre, Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari, et Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher. Armand, quant à lui, a construit sa vie entière autour de sa fille. On a une brochette de 5 personnages, 5 solitudes que tout semble séparer, jusqu'au jour où un numéro inconnu s'affiche sur un téléphone, et c'est alors que leur existence s'entrelace.
Et le résumé explique parfaitement le principe du roman puisqu'on est sur un livre choral avec à chaque fois un chapitre par personnage, par point de vue. Chacun de ces personnages vit sa solitude, ils ont tous des vies complètement différentes, des âges différents, et pourtant il y a un moment où le hasard ou leur destin, peu importe, va faire que leurs vies vont s'entrelacer. Et j'ai juste trouvé ce roman tellement beau. Franchement, vraiment, il était juste trop beau. Il abordait énormément de thématiques via ses 5 points de vue justement. Et c'est typiquement un livre que je prendrais grand plaisir à relire. Ça fait déjà un moment que je l'ai découvert, je pense que c'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Et j'aimerais vraiment le ressortir prochainement parce que c'était tellement beau, tellement doux et en même temps assez poignant. Et on va beaucoup parler de théâtre via le personnage d'Alix, qui est une jeune fille qui est littéralement habitée par le jeu. Et c'est vrai que je me suis particulièrement attachée à ce personnage-ci, même si je me souviens pas en détail de cette histoire puisque ça commence à faire un moment et que j'ai pas une très bonne mémoire en ce qui concerne les histoires. Mais c'est vraiment un livre que je vous recommande. Maintenant, c'est vrai que j'ai testé un autre livre de Manon Fargeton et j'ai détesté, j'ai même abandonné. C'était en fantasy et pour le coup, il y a vraiment des passages qui m'ont interpellée et qui ont fait que j'ai pas continué. Mais alors celui-ci, par contre, il est juste splendide. Parlons maintenant d'une de mes dernières lectures. Il s'agit de Romy et Julius de Marine Carteron et Colline Pierret, publié en brochet chez Rouergue. Bon, est-ce que vous aurez trouvé la pièce dont c'est inspiré? Romy et Julius, c'est pas très compliqué. Donc elle s'appelle Romy, c'est la fille du boucher. Lui s'appelle Julius et il est végétarien. Alors oui, c'est super cliché comme point de départ, mais vous allez voir que le livre est juste trop bien. Leur village, il est vraiment divisé entre les habitants historiques et les néo-ruraux, et la tension est à son comble. Et donc si tout semble opposer ces jeunes gens, l'amour du théâtre et l'amour tout court va les réunir. On est sur une revisite d'un des couples les plus emblématiques de la littérature avec Roméo et Juliette. Et là, je vous jure que quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, mais en fait, il a été écrit pour moi. On est sur une réécriture de Roméo et Juliette, avec des adolescents qui font du théâtre, des histoires de famille, des vieux conflits, des questions de société, de l'écologie. C'est tout ce que j'aime. Donc forcément, en plus, c'était bien écrit. J'ai tout simplement adoré cette histoire qui aborde de nombreux sujets dont j'avais peu entendu parler en littérature de fiction et encore plus en littérature ado. Le végétarisme un petit peu déjà, le véganisme pas du tout, et le militantisme ici, avec son intérêt et ses dérives comme la pureté militante. On parle aussi beaucoup d'amour, qui est à la fois fascinant et déchirant à cet âge de découverte, de changement et de moments intenses. J'ai trouvé que tout était parfaitement abordé avec beaucoup de bienveillance. Les différents points de vue quant à la question de l'élevage, même si c'était pas gagné pour les personnages au départ, hyper bien abordé. Les personnages étaient drôles, attachants, parfois violents et antipathiques. On avait un petit peu de tout ça, mais j'ai juste passé un excellent moment de lecture. C'était très touchant et très amusant à la fois. Et donc j'étais particulièrement contente, comme je vous l'ai dit juste avant, de voir traiter cette fameuse pureté militante qui peut vraiment facilement rebuter quand on essaie de changer petit à petit ses habitudes sans être parfait. C'était un point hyper intéressant à traiter puisqu'il conduit souvent à un résultat contre-productif, voire carrément nocif. Ce livre peut paraître hyper cliché sur le principe. Maintenant, faut pas oublier que c'est une réécriture de Roméo et Juliette et que c'est littéralement ça. C'est deux familles qui se haïssent et dont les enfants chéris vont souffrir à mort, quoi. À cause de ces préjugés, de cette méconnaissance de l'autre, du fait d'être fermé d'esprit comme ça. Et c'est vrai qu'ici, ce que j'ai trouvé génial, c'est comment étaient traités les deux points de vue sur l'élevage et sur le fait de consommer ou non de la viande. Hyper intéressant qu'on soit végétarien, vegan ou pas du tout. C'était juste trop bien abordé, pas du tout moralisateur. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et parlons maintenant de ma dernière recommandation roman avant de passer à la suite, avec If We Were Villains de M.L. Rio. Ce livre est publié en brochet chez Hauteville et en relié chez Phibbs. On est sur un roman Dark Academia, c'est-à-dire qu'on suit ici des jeunes adultes qui sont dans une école avec une esthétique assez particulière, un genre de grande université manoir, avec tout ce que ça peut dégager comme charme et comme mystère. Et au début de ce livre, on retrouve Oliver Marks qui vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Le jour de sa libération, il va retrouver le policier qui l'a fait condamner, le commissaire Colborne qui prend sa retraite, qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt, puisque finalement Oliver semble n'avoir pas commis ce meurtre. À l'époque, Oliver poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Il va remarquer alors que ses camarades
très talentueux, qui sont également ses amis, avec qui il étudie Shakespeare, semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vie. On retrouve ainsi le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale, tandis qu'Oliver, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se pervertissent, jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort. Les autres se retrouvent alors face au plus grand défi de leur vie d'acteur. Ils vont devoir convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. C'est un roman qui est obsédant, qui va parler d'obsession, d'addiction presque à cette forme de théâtre qui est très particulière. Visiblement, quand on joue du Shakespeare, qu'on est habité par Shakespeare, on a tendance à vivre ces personnages à fond. Mais c'est vrai que nos personnages, c'est impressionnant à quel point ils sont habités par leur rôle. On va parler de passion, de désir, de jalousie, avec cette fiction qui se mêle à la réalité. C'était franchement magistral. J'ai adoré cette lecture qui était vraiment une ambiance très pesante, assez poisseuse, gênante, et en même temps, on lit une véritable lettre d'amour à Shakespeare. J'ai trouvé impressionnant tout le vocabulaire, toutes les références qui découlaient de ce récit. J'ai d'ailleurs pu lire que l'autrice était en fait une spécialiste de Shakespeare, et c'était vraiment impressionnant toutes ces connaissances qu'elle a mis dans ce livre. Et c'est vrai que pour le coup, maintenant que je connais un petit peu mieux l'œuvre de Shakespeare, puisque je vais vous en parler juste après, mais j'ai lu 2 de ses pièces cette année, et ben je pense que j'apprécierais encore plus cette histoire, qui était quand même très exigeante sur le langage, puisque si globalement le niveau de langue il est plutôt courant, on a beaucoup de dialogues qui sont tout droit sortis des pièces de Shakespeare, dans les échanges entre les personnages qu'on suit ici. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui sont pas forcément fans de théâtre ou à l'aise avec les niveaux de langue extrêmement soutenus, voire carrément anciens, puisque Shakespeare ça demande quand même une certaine rigueur, enfin c'est pas franchement facile à lire, et bah c'est pas forcément évident. C'est vrai qu'il y a eu des moments j'ai un peu décroché dans toutes ces parties de dialogue, mais c'est vrai que maintenant que j'ai relu ces pièces, je pense que je l'apprécierais encore plus, et pourtant ça avait déjà été vraiment un coup de cœur. La seule déception que j'ai eue vis-à-vis de cette lecture, c'est que j'en avais toujours entendu parler comme étant une enquête. Or, il n'y a pas d'enquête. En fait, on a un personnage qui, 10 ans après avoir purgé sa peine de prison, justement après une enquête, va nous raconter ce qui s'est passé. Donc oui, on a bien des révélations au fur et à mesure, du suspense et tout le tralala, mais personne n'enquête sur le drame en fait. On nous raconte la chronologie, mais il n'y a pas quelqu'un qui va chercher des indices, analyser des choses, ça on n'a pas. On a vraiment un récit en fait, et pas une recherche ou un mystère. Et c'est vrai que je l'aurais vraiment plus apprécié si j'avais pas pensé que c'était une enquête, parce que du coup je me suis retrouvée un peu con à la fin, en voyant qu'il restait que quelques pages, en mode c'est fini, mais l'enquête. Donc voilà, juste pour que vous soyez pas déçus, c'est pas une enquête, mais j'ai l'impression que tout le monde en parle comme étant une enquête, mais je l'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai l'habitude de lire un peu des polars, des choses comme ça, c'en est pas un. Par contre, il y a un côté plus thriller psychologique, ça c'est sûr. En tout cas, c'est un roman assez sombre que je vous conseille 1000 fois si vous aimez le théâtre. Et parce que, malgré le fait que je vous ai dit dans le titre et tout ça, que c'était un top des livres qui parlent de théâtre et qui ne sont pas des pièces, fallait quand même que je parle de 2 pièces. Ça va, 2 pièces. Les 2 sont de William Shakespeare. La première, c'est Roméo et Juliette, qui, à mon grand malheur, n'existe pas, je trouve, dans des belles éditions. Il y en a 150 000 des éditions, souvent des poches collège, des trucs comme ça, avec des images pas très belles. Mais il n'y a pas de beau livre relié de Roméo et Juliette en français. Ou alors, je suis passée à côté, mais j'ai fait beaucoup de recherches quand même. Donc voilà, je désespère pas un jour qu'il y en ait un qui sorte, mais pour le moment, j'ai pas trouvé mon bonheur. Alors, je tiens à préciser que les traductions sont pas toujours les mêmes. Elles sont, en tout cas, c'est pas toujours traduit par les mêmes auteurs, vous imaginez bien depuis le temps. On parle d'un livre du XVIe siècle. Mais pour vous donner une idée, moi j'ai lu celui qui était l'édition bilingue. Donc j'avais en parallèle la traduction et le texte d'origine, qui est incompréhensible quand on n'est pas plus que bilingue en fait, quand on n'est pas natif, je pense que c'est très compliqué à lire. Ce que je peux vous dire, c'est que relire une pièce que j'ai jouée lorsque j'étais ado, ça m'a beaucoup ému, d'autant plus que j'ai découvert alors que j'avais jamais lu ce texte dans son intégralité, et je comprends maintenant pourquoi il avait été coupé par ma prof de théâtre, puisque Shakespeare vit le coquin. Voilà, Shakespeare, petite blague un peu olé olé quoi. Ah ça y a pas de souci. Mais bon bref, plus sérieusement, c'est un texte qui est absolument sublime. J'ai adoré le rythme, j'ai adoré l'humour, et franchement, pendant tout le livre, j'ai oublié que c'était une tragédie. J'ai trouvé ça trop drôle. Il y a franchement du génie dans l'écriture, les dynamiques sont extra, on ressent l'urgence, et j'ai trop aimé voir ces personnages enflammés,
tous tellement différents les uns des autres, tous ces actes manqués, ces non-dits et cette situation qui est aussi absurde que dramatique. Mais c'est vrai que les sous-entendus grivois, et qui sont d'ailleurs pas toujours si sous-entendus que ça, eh ben ils sont nombreux, hein. Benvolio Mercutio là, les cousins, c'est particulièrement friand de ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a aussi beaucoup surprise. Roméo, quant à lui, c'est le héros torturé, passionné, enflammé. Et j'ai franchement souri à la plupart de ses grandes tirades larmoyantes et à son âme poète. Voilà, Roméo, c'est le mec qui, quand tu lui demandes s'il sait lire, va te répondre « Oui, s'il sait lire mon propre sort dans ma misère ». Donc vraiment, j'adore. Et en tout cas, ça m'a donné très envie de lire les autres pièces de l'auteur. Donc voilà, ce qui m'a vraiment remotivée à lire ce livre, c'est que j'ai écouté l'épisode d'Adapte-moi si tu peux, qui est un podcast que j'aime trop, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et donc les filles avaient fait un épisode il y a un moment maintenant sur Roméo et Juliette, et ça m'avait donné trop envie. Et ça me donne aussi maintenant très envie de lire les autres pièces de l'auteur. Et c'est pour ça que le mois dernier, j'ai lu Le Songe d'une nuit d'été. Ici, je vais pas vous la résumer parce que c'est irrésumable pour moi. Je dirais que j'ai adoré autant que j'ai rien compris. Donc c'est la seconde œuvre que je découvre de Shakespeare et clairement ça m'a lancé, hein. Moi je vais continuer. J'ai trouvé que c'était une pièce tellement drôle, tellement absurde. Pas tant que ça parfois, mais quand même, j'ai pas cherché à lire entre les lignes, j'ai pas cherché à analyser, à intellectualiser. J'ai lu ça comme ça, d'un coup, en mode hop, je prends un petit bonbon, j'apprécie, c'est doux, ça pique, petit pic de glucose, et j'ai juste passé un excellent moment de franche rigolade, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si c'est l'humour de tout le monde, mais moi je sais pas, tout m'a fait rire. Je trouvais ça très très drôle, mais alors quand je vous dis absurde, c'est absurde, hein. Ça y a pas de doute, mais franchement c'est hyper court à lire, et c'était vraiment très sympa. Bon, pour tout ce qui est petites recommandations à côté, ça va surtout être des films et séries, et ça va surtout être du Baz Luhrmann en fait. En fait, ça va être même que du Baz Luhrmann, puisque j'avoue que j'ai pas le souvenir d'avoir vu trop des films ou des séries qui vont parler de théâtre. Il y en a sûrement, hein, mais que j'ai pas forcément vu. Et Baz Luhrmann, c'est la référence selon moi. Ce mec est théâtral. Bon, ce que je vous conseillerais en premier, c'est, je pense, un de mes films préférés de tous les temps, c'est Moulin Rouge, qui là pour le coup, je pense qu'on peut pas plus théâtral. C'est des décors majestueux avec du rouge profond, des couleurs hyper vibrantes. Il y a vraiment des sortes de perspectives étranges dans le film. C'est pas du tout un truc réaliste. C'est, mais alors, dramatique à souhait. Alors là, c'est tout ce que j'aime. C'est une comédie musicale qui se passe à Paris avec un jeune homme qui va tomber fou amoureux d'une danseuse et prostituée qui travaille au Moulin Rouge. Mais l'histoire est trop belle, les musiques, oh là là, mais j'adore. Les décors, tout. Franchement, mais regardez Moulin Rouge si vous l'avez jamais vu. Moi, je trouve ça juste sublime. Bon, parfait pour illustrer cet épisode, je vous parlerai évidemment de Roméo plus Juliette, également par Baz Luhrmann, puisqu'ici on est sur une adaptation qui est complètement décalée, mais avec les vraies tirades. Donc le texte est littéralement le livre de Shakespeare, mais ici Roméo il est en chemise hawaïenne avec des flingues, en plus bon c'est Leonardo DiCaprio, alors je suis pas trop fan du mec, en plus j'ai passé l'âge, moi c'est bon, j'ai passé les 25 ans là, mais pardon. Mais bref, on ne peut pas lui enlever qu'il est très beau dans Roméo plus Juliette, surtout avec sa petite chemise hawaïenne là. Et ouais, tout est très décalé, mais c'est sublime en termes de décor, en termes d'histoire. Vraiment, les deux acteurs sont exceptionnels. C'est touchant, c'est beau, c'est dramatique, hein, évidemment. Donc, à voir aussi. Il a aussi quelques films qui sont moins théâtraux. J'ai trouvé que Australia, par exemple, il est beaucoup moins théâtral, même si c'est un film que j'adore. Elvis, je crois aussi que je l'avais trouvé moins théâtral. Mais sinon, on a quand même Gatsby le Magnifique, qui retrouve un petit peu ce faste dans les décors, avec un jeu très particulier aussi. J'adore ce film. Et sinon, je vous conseille énormément de regarder The Get Down, alors qui parle pas de théâtre en fait, mais c'est juste l'aspect théâtral, il est surtout par rapport au décor et à la façon dont il va amener ses acteurs à jouer, à échanger, dans toutes les dynamiques, les musiques, tout ça c'est très théâtral. Mais sinon, The Get Down, ça va parler de l'opposition dans les années 70 à New York, de l'avènement du hip-hop et de la disco en parallèle, et alors mais c'est génial comme série, j'ai trop envie de la re-regarder à nouveau, et vraiment je vous la conseille aussi.
Pour finir juste sur une petite musique, je pense que je peux vous recommander globalement toutes les BO de Baz Luhrmann, mais en particulier celle de Moulin Rouge, qui est trop belle, et aussi la chanson Young and Beautiful de Lana Del Rey, qui est dans Gatsby, et qui est assez majestueuse, et que j'aime beaucoup aussi. Bon bah voilà, je pense qu'on est pas mal avec tout ça. Je voulais juste vous dire que si jamais ça vous intéresse, sur Babelio, qui est l'appli que j'utilise pour répertorier mes lectures, je fais des listes thématiques que je mets à jour très régulièrement, et forcément c'est quelque chose qui est pas possible avec les épisodes de podcast. Donc là, ça veut dire que à chaque fois que je vais lire un nouveau livre sur le théâtre par exemple, je peux pas le rajouter à l'épisode, mais par contre je peux le rajouter à ma liste. Donc cette liste sera à retrouver dans la description de l'épisode si vous voulez être à jour aussi. Et dedans, il y a aussi certains livres dont j'ai pas forcément parlé ici. En tout cas, j'adore toujours autant découvrir des romans qui parlent de théâtre, et puis j'ai aussi maintenant bien envie de découvrir d'autres livres de Shakespeare. Moi j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il aura pu vous donner des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si on a certains livres en commun, s'il y en a que vous avez aimé, détesté, peu importe. Je serais hyper curieuse de savoir tout ça. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.